Bonjour à toutes et bonjour à tous, Patrick et Eric avec vous. Aujourd'hui, en ce mardi 14 février, journée de la Saint-Valentin. Nouvelle émission, nouveau Crypto Bar numéro 3 avec mon collaborateur Eric. Eric, bonjour, comment vas-tu? Salut Pat, salut à tous. Bah écoute, je fais attention là depuis ce matin aux flèches, en fait, voilà, c'est la Saint-Valentin. Donc Oui, voilà, oui, non, c'est la journée tout où, va bien, on est content, il fait beau en plus, donc super. c'est la journée où il faut faire un peu gaffe, ouais, effectivement. On va passer tout de suite au sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Donc, on va parler de régulation parce qu'il s'est passé deux événements assez importants très récemment concernant notamment Kraken et puis Libri. On va parler aussi des stablecoins parce que ça bouge un petit peu du côté de l'Europe. Et enfin, on va aussi continuer à parler de l'adoption puisque du côté, là, cette fois, plutôt des pays d'Amérique du Sud, ça bouge aussi pas mal. Donc, on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Et on va commencer donc avec Kraken qui a donc résolu son conflit avec la SEC en payant une petite amende de 30 millions de dollars puisqu'ils étaient en fait accusés d'avoir ne pas avoir justement averti correctement les utilisateurs du stacking sur leur plateforme. Donc voilà, qu'est-ce que ça t'inspire tout de suite là comme ça, Eric? Oh, bah moi, ça m'inspire plein de trucs intéressants. Déjà, premièrement, en fait, concrètement, le fait de produire, enfin plutôt de proposer un produit qui est lié à des rendements dans le domaine de la crypto, c'est considéré comme un investissement en réalité. Donc, ça nécessite une licence particulière ou en tout cas des aspects législatifs particuliers. Et ça, c'est probablement quelque chose qui va, on va dire, faire tache d'huile. Ce qui est aussi super intéressant, parce que, on va dire, le fait que ça soit considéré comme un investissement, c'est quelque chose qui est assez normal ou logique. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, du Bitcoin sur votre clé privée, bah, vous contrôlez les clés. Si vous déléguez ça à un tiers qui lui-même va investir, vous comprenez que ce n'est pas le même niveau de risque. Donc, quelque part, il y a une certaine logique. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que, et ce que tu n'as pas dit en l'occurrence, c'est que non seulement ils ont dû payer 30 millions de dollars, mais ils doivent arrêter leur activité de stacking aux États-Unis. Qu'est-ce que ça va faire ça? Eh bien, évidemment, ça va pousser les gens à aller chercher des solutions dans la finance décentralisée et plus passer à travers des plateformes commerciales, on va dire. Donc, ben voilà, ça va, une fois de plus, les interdictions vont faire, on va dire, transiter les utilisateurs en direction de la finance décentralisée elle-même, sans passer par un intermédiaire. Donc, c'est toujours positif pour l'adoption. Ouais, absolument. Tu as tout à fait raison. Je voudrais rajouter qu'on a effectivement deux angles de vue à un peu cette nouvelle. La première, c'est la surprotection qu'est en train de faire la SEC. On va y revenir avec la nouvelle d'après aussi. Depuis notamment l'affaire FTX, où là, en fait, on voit que depuis la fin de l'année dernière, ils sont passés dans un mode de forcer en fait les entreprises à appliquer certaines législations ou certaines pratiques sans qu'il y ait consultation ou autre ou débat en fait sur éventuellement la pertinence de ces décisions-là. Et l'autre qui est plus importante pour nous concrètement tous en tant que particuliers, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, quand on délègue ces fonds à un intermédiaire, ben, on perd en fait la propriété de ces actifs-là. Je reviens sur le cas de Celsius notamment, où il a été considéré qu'en fait, les fonds déposés par les clients devenaient automatiquement la propriété de Celsius. Ben, évidemment, ça pose un problème. Et on pourrait voir effectivement la même chose du côté de Kraken si jamais on avait un nouveau crash, ça pourrait parfaitement se reproduire. Donc, au global, c'est effectivement plutôt une bonne nouvelle, puisque effectivement, ça va pousser les utilisateurs, en tout cas les utilisateurs américains en premier lieu, parce que ça ne les concerne que au final, en fait, cette décision. Mais ça va les pousser à chercher effectivement d'autres alternatives. Et puis, on va voir qu'avec ce qui se passe avec Libri, ben justement, ça va permettre peut-être aussi de promouvoir tout un tas de services qui ne sont pas justement des services centralisés. Donc, c'est aussi plutôt effectivement une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle de l'article, c'est qu'évidemment, le Trésor public américain en a profité pour aussi demander à Kraken qu'il donne en fait le nom des Américains qui avaient utilisé
Alors, je crois que c'est 20 000 $ de transfert en crypto sur l'année. Et évidemment, c'est rétroactif entre 2016 et 2020, je crois. Et jusqu'à ce jour, Kraken n'a pour l'instant pas obtempéré de ce côté-là. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour les utilisateurs de cette plateforme. On va passer à l'autre nouvelle qui concerne aussi directement la régulation. Alors ça, c'est un petit aparté justement sur Kraken, parce qu'on parle de la décision de la SEC, mais ça fait pas l'unanimité du tout au sein de cet organisme. Et d'ailleurs, il y a une des commissaires en fait qui a fait une sortie immédiatement le jour même en fait suite à l'annonce de la décision, qui mentionne notamment que, comme je le disais tout à l'heure, la SEC est plutôt dans un mode d'application automatique en fait d'une loi sans concertation des acteurs, ce qui n'est pas en fait, en tout cas de son point de vue, forcément le meilleur angle d'approche. Et on va le voir donc juste après, effectivement aussi avec le cas de Libri, où là pour le coup c'est l'inverse en fait. Disons l'inverse. Disons que la SEC a joué sur une prédécision en fait d'un juge qui avait été dans son sens, et puis donc ils ont continué en fait à vouloir imposer en fait une législation sur Libri, et le juge, le deuxième juge en fait a pas donné un jugement en faveur de la SEC, notamment grâce ou à cause, ça dépend de quel côté vous êtes, de l'avocat de Libri qui a présenté des arguments assez convaincants, en tout cas pour le juge, qui a décidé qu'effectivement la vente des jetons Libri sur le marché secondaire ne pouvait pas rentrer dans une classe de securities. Et bon, voilà, quel est ton apport par rapport à ça, Eric, ta vision de cette décision? En fait, effectivement, c'est vraiment intéressant d'observer ce phénomène. Alors, surtout aux États-Unis, où en réalité, il n'y a pas vraiment de législation concernant le domaine de la crypto. Ils sont tous en train de se battre, et différents organismes sont en train de se battre pour savoir qui a juridiction sur quoi. Alors, la SEC, normalement, effectivement, c'est tout ce qui concerne les titres, ce qu'on appelle en anglais securities. Et là, en l'occurrence, le juge en question, je crois que c'est le New Hampshire, sauf erreur, il a décidé effectivement que le marché secondaire, c'est-à-dire les reventes de jetons, ne constituaient pas un security. Parce qu'en fait, ce qu'on a dans le domaine de la crypto, évidemment, c'est qu'au moment, si vous avez un projet, par exemple, qui lève des fonds, à ce moment-là, on peut considérer ça comme un investissement. Mais à partir du moment où le réseau fonctionne et que le jeton devient utilitaire, à ce moment-là, il n'est plus considéré comme un jeton titre. Et en fait, c'est exactement ce que cette décision démontre, mais en fait, c'est la première fois, en tout cas à ma connaissance, qu'on a vraiment une décision aussi claire par rapport à la marché secondaire. Donc ça, c'est vraiment une grosse nouvelle en l'occurrence. Alors, elle est passée assez inaperçue. Alors, pour les gens qui ne savent pas, Library, c'est la blockchain, en fait, l'infrastructure qui sous-tend Odyssey, donc la plateforme où vous allez voir vos vidéos. Donc, c'est vraiment important puisque il y a quelques semaines encore, le directeur général de l'entreprise qui a créé cette infrastructure disait que l'entreprise, en fait, allait faire faillite, respectivement, allait être fermée à cause justement des attaques des régulateurs. Je ne sais pas si cette décision remet en question, on va dire, la fermeture de l'entreprise elle-même, mais en tout cas, l'infrastructure, elle va subsister, et puis de toute manière, même si la décision avait été à l'inverse, elle aurait quand même subsisté, puisqu'on ne peut pas empêcher les gens d'utiliser un réseau qui lui-même est déployé de manière décentralisée, même s'il y a soi-disant des jetons de type titre qui sont transigés sur la blockchain. Donc, excellente nouvelle, ouais, c'est vraiment bien. C'est marrant de voir en fait cette prévalence, on va dire, des infrastructures décentralisées par rapport au marché centralisé, comme Kraken et d'autres, qui maintenant, effectivement, évidemment, au moment où on est quasiment au plus bas du prix dans le marché concernant Bitcoin, c'est à ce moment-là, en fait, que le régulateur arrive pour, évidemment, détruire ce qu'il peut, pour garder le contrôle, c'est tout à fait logique. Donc voilà, non, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais, d'autant plus que c'est une nouvelle qui est un peu à contre-courant, effectivement, comme tu viens de le dire. Et l'autre point intéressant, c'est que, en tout cas, c'est comme ça aux États-Unis. En Europe, ça marche différemment, mais aux États-Unis, lorsqu'un juge prend une décision, elle fait ce qu'on appelle jurisprudence, et donc les juges
qui vont ensuite juger un cas qui pourrait être similaire, vont s'appuyer sur cette décision-là, qui, encore une fois, aux États-Unis, marque vraiment un avant et un après. En Europe, c'est différent, enfin notamment en France surtout, où là, on peut pas, en fait, avec une seule décision, dire OK, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait un certain nombre de cas qui soient plus ou moins similaires, où là, si la décision tend vraiment tout le temps un peu du même côté, on va dire OK, bon, on se retrouve dans le même cas qu'on a déjà vu X fois. Mais non, aux États-Unis, il suffit d'un seul cas, et c'est donc le cas qui se présente aujourd'hui. Ce qui veut dire que la SEC, si elle attaque maintenant un nouveau jeton pour une vente sur le marché secondaire en disant bah non, c'est un securities, bah, le juge pourra, ou en tout cas l'avocat de la défense, pourra se référer à cette décision-là en disant non, il y a déjà eu jurisprudence dans ce cas-là, et en fait, c'est pas la peine de dépenser du temps et de l'énergie parce que en fait, ce cas a déjà été traité. Donc, effectivement, pas une bonne nouvelle pour la SEC et une très bonne nouvelle, effectivement, pour ce qui est de la crypto. On va passer à l'autre partie, donc la deuxième grosse partie qui est sur les stablecoins en Europe, parce que ça bouge pas mal de ce côté-là. On a notamment une double annonce, en fait, presque en même temps, notamment donc de l'Angleterre, qui est en train d'intégrer dans ses distributeurs de billets la possibilité de retirer de l'argent en vendant des stablecoins qui sont donc les GBPT, si je ne m'abuse. On va regarder ça. Ouais, c'est ça, GBPT. Et donc il y a déjà 18 000 distributeurs dans tout le pays qui sont concernés par cette nouvelle. Et donc l'intéressant pour moi dans cette nouvelle, c'est que pour l'instant, ça n'émane pas en fait d'une autorité gouvernementale. Pour l'instant, ce sont des entreprises privées qui développent ce produit-là. Donc pour l'instant, alors les entreprises sont sur le territoire anglais, donc liées à la législation anglaise, mais ce n'est pas le gouvernement qui met en place ces structures. Donc ce qui laisse quand même une marge de manœuvre pour le particulier dans une potentielle éventuellement récupération pour l'instant du gouvernement. Qu'en penses-tu, toi, de ton côté? C'est marrant ce que tu dis parce que je m'étais pris exactement la même note sans qu'on se concerte. En fait. Autant le jeton concernant le pound, donc le jeton anglophone, on va dire, qui d'ailleurs est juridiquement situé dans les îles britanniques, il n'est pas en Angleterre, que le jeton en euros qu'on va voir juste après. Effectivement, c'est des entités privées qui émettent ça. Donc, en réalité, on est finalement dans le même processus qu'à l'époque des billets de banque, où à l'époque, les gens allaient déposer dans la banque locale, par exemple, des pièces d'argent ou de l'or, par exemple, et ils recevaient un billet de banque qui était en fait une représentation du stockage en fait de l'or dans leur banque. Et puis ce billet de banque, ils pouvaient se l'échanger. Là, on est dans un phénomène un peu similaire, alors, lointainement similaire, on va dire, où l'entreprise donc anglaise ou anglophone, elle prend du pound officiel et puis en fait elle émet des jetons un à un face à ça, et donc le jeton est une représentation du pound qui a été déposé dans un compte bancaire. Effectivement, ouais, c'est intéressant. Alors là, ce qui est vraiment intéressant, là c'est exactement c'est la même chose en fait que ce que je disais avant. C'est la première fois que, en tout cas de mon point de vue, je pense, j'ai pas vu ça jusqu'à maintenant, qu'on puisse directement dans un automate à billets échanger un jeton contre du cash. Ça, c'est vraiment, alors c'est une première, parce que là, c'est de ça dont il s'agit. Hein, on est d'accord. C'est vraiment en fait le fait que la personne, elle va pouvoir envoyer du GBPT d'une manière ou d'une autre à l'automate pour retirer des billets de banque. Voilà. Donc, puis en plus, 18 000 automates, c'est pas rien. Ouais, effectivement, c'est alors. Là où c'est discutable, enfin là où il peut y avoir discussion dans le futur, mais pour l'instant on spécule parce qu'on ne sait pas, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'il va y avoir récupération par le gouvernement de la technologie et que le gouvernement s'approprie en fait la technologie pour le transformer en un produit du coup gouvernemental, parce que là en fait pour l'instant c'est vraiment les balbutiements, mais on pourrait imaginer qu'ensuite ce token puisse servir dans la finance décentralisée par exemple. Je ne sais pas si c'est le cas parce que c'est pas précisé dans l'article, mais
il est possible que ça soit le cas. On ne sait pas non plus. Je suis pas sûr que ce soit précisé sur quelle blockchain ça fonctionne. Je crois que c'est sur Ethereum. C'est sur Ethereum aussi, ouais, parce que comme ils sont partenaires avec une société qui est dans le Bitcoin, je pensais que c'était un système avec Lightning, mais en tout cas. L'important, c'est que on ait encore une fois une volonté qui vient encore une fois de la base, hein, c'est-à-dire que ça reste un produit pour l'instant privé, et cette base en fait souhaite augmenter l'adoption de ces technologies, et là on a un bel exemple de ce qui se passe, tout comme ce qui nous permet de passer à la deuxième annonce dans le même sens. C'est sur l'euro, donc qui encore une fois émane d'une entreprise privée. Alors à la différence peut-être que là il est entièrement régulé par l'Union européenne, ce qui, je ne sais pas si c'était le cas pour le GBPT, mais en tout cas pour l'euro c'est donc une société finlandaise qui l'a mis à disposition, donc là aussi sur Ethereum, mais sur les autres réseaux aussi, hein, pour ceux qui connaissent un peu les différences. Et l'important, c'est que donc là, pour le coup, cet euro, il est backé, donc ils annoncent sur leur site à 102%, donc c'est-à-dire un tout petit peu plus que le ratio 1 pour 1, pour éviter justement qu'il y ait des problèmes si jamais ils ont une forte demande de retrait en même temps. Alors pour information, moi j'ai essayé, pas plus tard qu'hier en fait, hein, d'utiliser le euro E, parce que le euro E est déjà disponible en fait sur des smart contracts, donc il est disponible dans plusieurs protocoles de finance décentralisée, donc on peut déjà s'en servir. Et là où c'est intéressant, c'est que comme il est régulé par l'UE, la question qui se pose, c'est est-ce que je vais pouvoir payer mes impôts avec? Moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que effectivement, au lieu d'avoir son argent bloqué dans la banque, et vous savez que c'est compliqué en Europe, hein, pour faire travailler son argent dans un produit bancaire. On n'a pas de compte rémunéré, ou très peu. Il y a très peu de produits qui proposent ça en Europe. Donc là, l'idée, c'est évidemment de faire travailler ces euros sur un protocole décentralisé. Et puis quand on a besoin, éventuellement avec les revenus, de pouvoir payer, je sais pas, son loyer, ses factures, ou autre. Donc c'est vraiment très intéressant. Le service est déjà pas mal poussé. Il y a des entreprises qui s'en servent déjà pour payer des salaires. Donc ça c'est quand même déjà pas mal poussé. Ça marche plutôt bien, hein. Moi le transfert que j'ai fait, enfin la vente de euro E que j'ai réalisé, c'était hier lundi vers 11h, et à 13h l'argent arrivait sur mon compte bancaire. Donc c'était assez rapide. Pour un virement CEPA, je précise, c'était assez rapide. Voilà, donc je ne sais pas si tu veux rajouter des choses là-dessus. Ouais, bon, alors c'est marrant parce que quand tu parlais de payer des impôts, moi, c'était pas forcément ma priorité à moi, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la législation va évoluer, notamment en France, puisque actuellement, si ça n'a toujours pas changé, puisque moi je suis en Suisse, mais je pense que pour l'instant en France, c'est toujours la même chose. Au moment où vous rapatriez des cryptos en direction de l'euro, il y a un moment taxable. C'est-à-dire, effectivement, c'est un événement taxable. Et donc, la question qui se pose, et qui va se poser évidemment dans le futur, à travers la jurisprudence, à travers la pratique, c'est de savoir si au moment où la personne change, par exemple, de l'Ether face à de l'euro E, est-ce que ce sera un événement taxable? Et si oui, évidemment, ça va modifier le comportement de beaucoup de gens par rapport à la crypto et en fait comment est-ce qu'ils vont utiliser cet euro E, si c'est un événement taxable ou si c'est pas un événement taxable. Voilà pour les réflexions, mais ça c'est des hypothétiques. Je veux dire, on verra bien. Pour l'instant, c'est vraiment positif d'avoir au moins une monnaie dans laquelle les gens peuvent facilement penser et qui soit, comme tu le dis, ne dépendent pas en réalité du KYC AML qui des fois peut être extrêmement serré pour des fois des montants dérisoires d'ailleurs. Donc là, on peut s'échanger de la valeur assez facilement dans une dénomination à laquelle on a l'habitude. Alors, précision pour pouvoir utiliser le service, donc qui s'appelle Monerium, pour ceux que ça intéresserait. Il faut faire un KYC sur la plateforme, mais bon, c'est relativement simple. C'est ce que vous avez déjà fait si vous êtes inscrit sur Kraken, pour rebondir sur
le précédent article. Vous devez faire un KYC sur Kraken, c'est exactement la même chose. On vous demande une photocopie de une preuve d'identité, une preuve de domicile, et puis voilà, c'est vérifié. Puis voilà, c'est pas. Mais tu peux l'acheter en décentralisé, ce jeton, non? Alors tu peux l'acheter, ouais, effectivement, en décentralisé. Maintenant, c'est pour faire le off-ramp en fait, c'est-à-dire c'est pour sortir de ce token vers ton compte bancaire physique, on va dire ça comme ça. Là, tu as besoin de faire le KYC. La chose, alors j'ai pas encore utilisé ce service-là, mais en fait, quand on crée un compte chez eux, ils nous octroient un IBAN, et apparemment, on peut faire de notre compte bancaire, on peut faire un virement SEPA a priori sur cet IBAN et ça arrive directement dans le wallet sous format EUROI. A priori, ce serait ça. Donc, ce qui me fait justement poser la question du est-ce qu'on peut payer directement en fait des factures, typiquement en utilisant cet IBAN. Faut voir un peu dans les tests. Mais en tout cas, vas-y. Ah, pardon. En tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est que les adresses décentralisées qui sont utilisées en fait depuis ce service avec KYC, celles-ci, évidemment, elles sont enregistrées comme étant la propriété de la personne qui a fait l'identification avec son identité. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un truc auquel il faut penser. Oui, absolument, absolument. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur les événements taxables, aujourd'hui, parce que c'est pas le premier euro en jetons qui existe, hein, il y en a d'autres. Certains sont synthétiques d'ailleurs, mais il y a notamment le Euro C, je crois, de Circle. Hein, mais là, la problématique, c'est que les fonds sont basés sur des banques américaines. Là, on est sur des banques entièrement européennes. Donc, c'est censé être un gage de sécurité, je sais pas, mais en tout cas, c'est un des arguments qui est avancé. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, du coup. Donc, tu as perdu le fil, donc on passe au point suivant. Donc, on va passer au point suivant. Ben, écoute, tant pis. Ce sera pour la prochaine fois, je reviendrai avec ça. Alors, les deux nouvelles qu'on vient de traiter, ça suit un petit peu ce qu'on va aborder maintenant, qui est donc la troisième partie de l'émission sur l'adoption qui continue. Parce que, bon, cet euro et puis ce pound en digital, enfin en numérique, ça évidemment, ça renforce le côté de l'adoption en fait de ces monnaies numériques. Et là, on a aussi également du côté de l'Amérique du Sud pas mal de mouvements, notamment au niveau du Salvador qui a adopté lui aussi une loi relativement importante, parce que lui là pour le coup, il a dans cette loi en fait encadré tout type de crypto-actifs, donc spécifiquement le Bitcoin d'un côté, mais après tout le reste aussi. Donc la loi en fait encadre l'utilisation complète de toutes les cryptos auxquelles vous pouvez penser, ce qui n'est pas encore le cas effectivement en Europe. Il y a encore pas mal de discussions, puis aux États-Unis aussi. Mais là, en l'occurrence, donc le Salvador adopte une loi notamment sur ce qu'ils ont appelé les volcano bonds, qui vont être en fait des obligations d'État basées sur Bitcoin. Est-ce que tu as un petit mot à dire là-dessus, Eric? Mais j'ai toujours un mot à dire. En l'occurrence, ce qui est vraiment intéressant d'observer, c'est que côté américain, on a de la casuistique, hein, c'est ce que tu expliquais avant, c'est-à-dire on va se baser sur des cas et puis à un moment donné, peut-être qu'une loi va émerger, alors que là, en l'occurrence, ils ont fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont posé un cadre juridique qui est, semble-t-il, relativement clair, d'après ce que j'en entends. Et donc, évidemment, ça crée de la certitude au Salvador, alors que du côté américain, ça crée de l'incertitude. Alors, ce qui est intégré dans la loi en question, c'est aussi justement les jetons titres, tout ce qui est levée de fonds, etc., les parts de propriété d'entreprise, toutes ces choses-là ont été discutées en fait au niveau du Parlement, ce qui fait que ça crée ça va créer un effet de tirage en fait en direction du Salvador, voire même des institutions financières vont s'établir au Salvador pour pouvoir, depuis là justement, on va dire générer un certain nombre d'opportunités financières, notamment du capital risque. Alors le volcano bond, en l'occurrence, donc l'obligation d'État qui est libellée en dollars, mais qui est basée à 50% sur du Bitcoin et à 50% sur la construction le début de la construction d'une ville qui sera chauffée en fait par la chaleur d'un volcan et qui aura aussi une composante de production, enfin de minage de Bitcoin.
basée également sur l'énergie qui est extraite du volcan. Évidemment, c'est un concept complètement nouveau, mais en gros, ça transforme le Salvador en, comment dire, un État qui lui-même est autonome puisqu'il peut produire sa propre monnaie, hein, puisque les deux valeurs légales au Salvador sont le dollar et le Bitcoin actuellement. Alors, à partir du moment où vous avez assez d'énergie pour produire du Bitcoin, qui lui-même est basé sur la consommation énergétique, vous arrivez à avoir une stabilité au niveau de votre écosystème. Donc, voilà. Donc, la loi en question, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. On va voir quelles sont les premières réactions un peu plus techniques par rapport à ça, mais c'est une très, très bonne nouvelle et il n'est pas impossible que ça transforme le Salvador en nouveau Singapour de l'Amérique centrale. Oui, puis ça va aussi donner des idées à d'autres pays. On va peut-être le voir juste après, notamment de la région en fait, qui se disent, bah après tout, ça fonctionne chez eux. Pourquoi ça fonctionnerait pas chez moi? Parce que les pays d'Amérique du Sud sont quand même pas mal sous le juron des États-Unis. Donc en fait, c'est quasiment le dollar partout. Et donc évidemment, les monnaies nationales souffrent énormément. Et donc, le Bitcoin peut être, ou en tout cas les cadres légaux comme celui du Salvador peuvent donner des idées à d'autres. Alors, on a une petite aussi, évidemment, du côté des organisations internationales financières, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé concernant le Salvador depuis longtemps. Et puis, le FMI a d'ailleurs dit qu'il supprimait l'aide au Salvador. Et le Salvador a donc tweeté très récemment, en fait, le président a tweeté très récemment que malgré tout ce qu'ils ont dit, le Salvador s'en sort très très bien. Et d'ailleurs, en fait, ils ont payé intégralement la tranche de 800 millions de dollars plus les intérêts qui devaient là. C'était fin janvier, je crois, ou tout début février. En tout cas, voilà, ça met un peu les détracteurs à court d'arguments, puisque tout va bien du côté du Salvador. Et donc le Brésil, qui lui aussi en profite un petit peu. D'ailleurs, tiens, j'ai pas le titre. Si, voilà, le titre est là. On a Binance et Mastercard qui se sont alliés pour proposer une carte de retrait, une carte de paiement directement en fait en crypto-monnaie. Donc il y a plusieurs crypto-monnaies sur la carte de Binance. Il y a évidemment Bitcoin et Ether, mais il y en a 4 ou 5 autres, je crois, dont Cardano et puis un certain nombre d'autres. En tout cas, ça continue en fait de promouvoir l'adoption et de promouvoir aussi le développement en fait de ces actifs numériques un peu partout dans le monde. Une réaction peut-être à ce mouvement, Eric? Ouais, il faut mettre ça en perspective avec l'autorisation ou l'introduction des jetons USDT au Brésil. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 mois en arrière. Comme on va dire médias financiers autorisés. Et donc évidemment, on comprend bien que les gens qui veulent se couvrir de l'inflation dans le réel, en parenthèse, alors petit aparté qui me vient là à l'esprit, le Brésil et l'Argentine ont annoncé qu'ils voulaient créer une monnaie commune en fait. Donc en gros, c'est les deux, on va dire les deux nations d'Amérique du Sud et peut-être même du monde, qui ont le mieux détruit leur monnaie, en fait, ils veulent faire une monnaie commune. C'est assez extraordinaire. Évidemment que les populations locales, ils veulent s'exposer au dollar, en tout cas, pour pouvoir couvrir, en fait, la perte de valeur d'achat ou la perte du pouvoir d'achat de leur monnaie locale. Et là, en l'occurrence, avec une carte de débit qui soit connectée non seulement aux différentes crypto-devises, mais également à des jetons stables, ça crée, en fait, évidemment, une perspective, parce que si vous êtes dans un pays, notamment il y a beaucoup de pays en Afrique où c'est le cas, où vous avez l'impossibilité de faire de l'épargne parce que votre monnaie, en fait, elle fond au soleil au moment où vous l'avez, vous n'avez aucune perspective de futur, vous ne pouvez pas épargner, c'est juste pas possible d'investir. Il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a que la consommation directe et immédiate et il n'y a rien d'autre. Donc voilà, donc là, c'est tout à fait positif aussi pour le Brésil. Puis évidemment, c'est positif pour l'écosystème crypto en général parce que quand vous avez des utilisateurs, on va dire standards ou normaux, entre guillemets, qui commencent à rentrer dans le marché, il y a un effet de ruissellement sur les crypto-devises, sur la spéculation crypto-devises, et donc de la demande qui augmente. Donc ouais, top. Et ouais, comme tu dis, top, c'est un bon résumé de tout cela. Et on va terminer avec un autre pays de
de l'Amérique du Sud, le Guatemala, qui lui a organisé un concours pour savoir une compétition voilà entre les commerçants pour savoir qui pourrait gagner, vendre plutôt le plus gros volume en Bitcoin en 2022. Et c'est un salon de tatouage en fait qui a surfé, c'est le cas de le dire, sur cette proposition pour proposer des tatouages en fait avec des mimes Bitcoin. Et c'est lui qui a réussi à en vendre le plus possible. Et donc, ça, encore une fois, c'est à chaque fois des petits événements qui sont isolés, mais un événement plus un autre, plus un autre, plus un autre fait que en fait, la boule de neige grossit au fur et à mesure. Et puis c'est, comme on dit, l'effet boule de neige. Et puis au bout d'un moment, c'est rentré dans les mœurs. On a un certain nombre d'événements qui tendent à dire que on peut maintenant le dire franchement, c'est que l'argent liquide va disparaître d'ici peut-être. Allez, moi je lui donne maximum encore 5 ans. Les plus optimistes ou les plus réactionnaires, je sais pas, diront plutôt 10 ou 20. Mais on voit bien chez les jeunes aujourd'hui qu'ils n'utilisent pas du tout en fait l'argent liquide. Ils payent sans contact avec des cartes ou même avec leur téléphone. Donc voilà, tout ça en fait que c'est bien d'avoir assez tôt, je pense, et l'opportunité de pouvoir utiliser des actifs crypto plutôt que d'utiliser des moyens de paiement gouvernementaux. Non pas qu'ils soient moins bons ou mieux, mais c'est juste que évidemment ça pose des problèmes autres qui sont des problèmes de type vie privée, etc. Et puis souveraineté aussi de ces actifs. Voilà, donc tous ces problèmes-là qui sont soulevés assez récemment. Petit commentaire aussi, Eric? Ah mais je commentaire tout le temps. En l'occurrence, non mais ce qui est intéressant d'observer en fait, c'est que les pays les moins bancarisés adoptent en fait la crypto-devise le plus rapidement. Évidemment, si vous avez des gens qui ont absolument pas accès au marché international ou même national d'ailleurs, je veux dire. Évidemment, à partir du moment où vous avez une technologie qui est facile à utiliser sur un téléphone, qui est efficace, rapide, pas cher, ils vont l'adopter beaucoup plus rapidement que les vrais réactionnaires qui, eux, sont en Europe et aux États-Unis et qui utilisent le système bancaire parce qu'il n'y a aucune raison en fait d'utiliser autre chose. À part, évidemment, on va dire les personnes qui ont quelque chose à cacher ou les paranoïaques comme nous qui n'ont aucune confiance en les banques. Donc c'est intéressant parce que typiquement le Guatemala, j'avais déjà entendu les échos sur le fait que comme ils sont limitrophes du Salvador, ils voyaient en fait ce qui se passait à côté et ils voyaient en fait les répercussions locales en termes d'investissement, de tourisme, etc. Alors c'est un beaucoup plus grand pays que le Salvador, mais malgré tout, il y a des gens qui ont bien identifié au Guatemala que premièrement, c'était intéressant pour la population et aussi, et d'ailleurs surtout, qu'il y avait un gros business à faire dans ce domaine-là. Donc voilà, on va assister en fait à une adoption beaucoup plus importante dans les pays, notamment en Afrique aussi. Là, j'ai aussi des échos de niveaux d'adoption qui sont importants parce que les gens n'ont aucune confiance en leur gouvernement et par conséquent, avant, ils utilisaient du cash parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment faire autrement. Maintenant qu'ils ont des monnaies entre guillemets privées qu'ils peuvent utiliser, eh bien, ils vont absolument pas ils vont pas se freiner en fait. Ils vont évidemment adopter très très rapidement la chose si elle est efficace, qu'il n'y a pas de friction et qu'elle n'est pas chère. L'autre point important, et je l'ai surligné là dans ce qu'on voit à l'écran, alors c'est un point important pour les commerçants, moins pour l'utilisateur, le payeur, parce que pour lui c'est transparent, mais pour le commerçant, là dans le cas du Guatemala, ça réduit les frais de 50% qu'il devait payer d'habitude aux intermédiaires bancaires. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, 50% de l'énormité en fait des frais prélevés, alors que en Europe ou aux États-Unis, je crois que c'est de l'ordre de 3%. Donc là on est à 50%. C'est-à-dire que la moitié du prix de vente, ça part en fait pour les intermédiaires bancaires. Donc évidemment, les commerçants, ils voient leur intérêt, qui est énorme là pour le coup. Il suffit ensuite que effectivement les commerçants privilégient ce moyen de paiement et forcent entre guillemets ou éduquent en tout cas leurs clients
à utiliser ce moyen de paiement. Et puis effectivement, après, une fois qu'on a pris le réflexe et qu'on constate que c'est effectivement efficace et que ça va vite, ben pourquoi faire autrement? Et pour conclure sur ces deux grosses parties, moi je dirais la chose suivante, c'est que avec l'exemple du pound numérique, de l'euro numérique, de ce qui se passe au Salvador, alors peut-être un petit peu moins au Brésil, mais avec le Guatemala aussi, on peut se demander justement si on commence pas à voir émerger des solutions où on peut complètement se passer d'un compte bancaire. Dans le cadre de l'euro, par exemple, c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir si on peut effectivement payer ses factures, voire même ses impôts avec cet euro, parce que concrètement, ça veut dire que vous pouvez vous passer d'un compte bancaire si vous pouvez faire des virements à des institutions comme voilà votre fournisseur d'électricité, etc. Donc ça commence à devenir intéressant parce que là, il commence à y avoir des produits régulés en plus pour le coup pour l'euro qui peuvent vous permettre, c'est pas encore sûr à 100% là, mais en tout cas, c'est un peu la direction qu'on est en train de prendre, qui peut vous permettre en fait de ne plus avoir de compte bancaire. On n'y est pas tout à fait, mais en tout cas, ça en prend bien le chemin. Et justement, en fait, ce qui pourrait être intéressant pour les banques, c'est justement de proposer des services de sécurisation des informations comme les clés privées, etc. Donc, bon, c'est les données à un tiers, mais il y a des tas de gens qui vont pas avoir les compétences techniques pour faire tout ça ou qui vont avoir peur d'égarer ces informations et qui seront parfaitement d'accord de pouvoir voilà, confier à quelqu'un la garde des clés ou en tout cas une partie peut-être et puis d'avoir une méthode de récupération grâce à un tiers qui serait par exemple une banque. Et au final, bah, peut-être que les banques en proposant ce service-là vont justement ne plus souffrir en fait de cette hémorragie en fait de clients qui va commencer à arriver parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, en Afrique, bon, il y a des problèmes avec les banques. Des fois, les agences sont beaucoup trop loin. Le prix d'ouverture d'un compte est beaucoup trop cher pour un Africain. Et donc là, ils ont des solutions aujourd'hui qui leur permet en fait de ne pas utiliser du tout de banque. Et ça commence à arriver du côté occidental. Donc ça va être intéressant de suivre un petit peu tout ça. Et je ne sais pas si tu as un mot de conclusion, toi, à dire de ton côté. Oh bah, en l'occurrence, j'abonde avec ce que tu dis. Effectivement, de toute manière, les comptes courants, les comptes courants bancaires n'ont pas d'avenir. À un moment donné, ils vont être supplantés par cette technologie-là décentralisée. Ce qui n'empêche pas, en fait, comme tu l'as précisé, le fait qu'on puisse identifier, qu'on puisse respecter la régulation, c'est pas un problème. On verra quelle sera la vitesse en fait d'adoption, mais c'est certain que déjà en Suisse actuellement, on a déjà des possibilités, par exemple, on a des sociétés, 200 entreprises qui n'ont pas de compte bancaire en fait, qui n'utilisent que de la crypto, et quand ils ont besoin de payer des factures en francs suisses sur des comptes bancaires, ils utilisent des services qui eux-mêmes vont simplement faire le change et virer les fonds en direction de l'entreprise qui est destinataire. Et donc, bah voilà, ça c'est une question législative, changement qui peut être réalisé relativement rapidement en fait dans les différents pays. C'est une question de volonté politique. Et à partir de là, plus besoin de compte courant. Par contre, évidemment, les banques, elles ont un problème avec ça, c'est que comme elles ont besoin d'avoir des dépôts, bah, si les gens retirent leurs dépôts, ça peut être problématique pour tout ce qui est crédit. Donc, on verra comment la pratique bancaire va évoluer avec ça. Mais effectivement, dans le futur, il n'y a plus aucune raison d'avoir des comptes courants qui sont pour des personnes, on va dire, standards, normales. Si elles n'ont pas besoin d'emprunter face à du collatéral, ou faire ce que fait utiliser la banque pour ce pourquoi elle est utile, compte courant, plus aucune utilité en fait. Donc ouais, j'abonde avec ce que tu dis. Ouais. Et bien sûr, ces bonnes paroles, on va se quitter là ensemble pour cette édition. On va revenir évidemment très bientôt. On va essayer de raccourcir un petit peu les échéances entre les différents crypto-bars. Ça dépend aussi un petit peu de l'actualité. Vous voyez qu'on essaye de regrouper un peu par sujet également. Donc, parfois, on attend d'avoir suffisamment d'articles qui soient pertinents dans un sujet pour l'aborder. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Eric, pour ton temps et je vous dis à la prochaine fois. Merci à toi, Pat, et merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. Bye bye.